Donc à présent la vidéo de cet amplificateur intégré Yamaha RX A2A. Donc comme on le voit sur le dessus, on a une partie en plastique assez fragile aux griffes comme on l'a déjà dit. Les côtés sont en métal assez fin, métal qui se tord assez facilement. Mais bon, une fois le tout monté, c'est costaud. Ici, sous le capot plastique, on retrouve une grille en métal, pareil, assez fine, amusant avec la date de fabrication. Donc voilà, ça permet de découvrir l'appareil. Donc d'un point de vue général, on a ici l'alimentation électrique, le transformateur, la carte HDMI en dessous, la carte analogique. Ici, on a les transistors de puissance et le dissipateur sur la face avant. On voit d'ailleurs ici l'épaisseur du bouton. Il est énorme, mais il est aussi très gros, très large. Donc cette façade qui est malheureusement tout en plastique. Et avec l'afficheur LCD. On commence par l'alimentation avec l'arrivée du courant ici, avec la phase et le neutre. On a un fusible de protection amovible, 4 ampères, ça nous amène à 1000 watts. 1000 watts pour un appareil qui consomme au grand maximum, qui est censé consommer 560 watts. Donc on s'aperçoit qu'il y a un grand nombre, il doit en avoir 8 composants de filtrage, donc des condensateurs X, Y et une self généreusement dimensionnée. Ce qui fait qu'on a peu de parasites, on n'a même pas de parasites du tout, cet appareil est extrêmement bien filtré. Donc on a le séparatif entre la haute tension sur la partie gauche et la basse tension sur la partie droite. Ici on va retrouver un condensateur au voltage, 400 volts 100 microfarad. Ici le transformateur. Derrière on a un composant qui va couper qui va hacher les tensions. Et on va rabaisser ça aux alentours de 12 volts, ça doit sortir du 12 volts je pense, puisqu'on a ici deux condensateurs de 3300 microfarad 16 volts Nishikon, donc ce qui est une très bonne marque. Donc ici on continue avec l'arrivée de l'alimentation 220 volts pour le transformateur, donc qui reçoit du 220 volts et qui transforme ça en tension secondaire. On voit ici les enroulements secondaires. À noter que il est solidement arrimé sur le châssis et qu'il dispose d'une ceinture en cuivre pour l'isoler du reste des composants. Après, son positionnement est assez stratégique puisqu'il est assez éloigné des cartes sensibles. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a ici en visuel? C'est la carte de face avant gauche. À l'avant gauche, on retrouve le port USB, on va retrouver le bouton d'alimentation, la prise casque et la prise pour brancher un micro de calibration. Donc c'est un retour sur le dissipateur et les 14 transistors de puissance, puisque c'est un amplificateur 7 canaux. On va ici apercevoir une sonde de température qui va éteindre l'appareil en cas de surchauffe, sachant que c'est un appareil extrêmement bien conçu avec une amplification qui chauffe assez peu. Et des aérations nombreuses, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Il n'y a pas besoin de ventilateur. D'ailleurs, il n'y en a pas. Et ils n'en ont pas installé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On a la carte tuner qui est blindée, bien sûr. La carte HDMI dans son ensemble, on voit qu'elle occupe quand même un espace assez important de l'appareil. Donc ce qu'on aperçoit ici, c'est le module Musicast avec un ingénieux système qui permet de le relier au châssis. Donc ça va permettre d'éviter toutes les perturbations électromagnétiques, d'en recevoir et d'en capter, de recevoir et de capter ce qu'on n'a pas besoin. Ici les antennes Wi-Fi, Bluetooth. Donc il y en a deux, elles sont vissées d'origine. Ici je les ai enlevées pour la démonstration. Donc cette fameuse carte HDMI, on a ici l'arrivée des alimentations, les différentes nappes vers les autres cartes, les cartes secondaires. Ici on a vers la carte analogique par exemple, ici vers la carte du bas d'amplification.
Donc c'est une carte avec très peu de composants traversants, j'en vois qu'un ici. Et donc un condensateur traversant, et ici d'autres condensateurs en boîtier. En boîtier ici, on les voit, les petits condensateurs qui sont des condensateurs de bonne qualité. Ici certainement des selfs de filtrage supplémentaires pour les hautes fréquences. Donc ici on aperçoit un processeur de calcul Toshiba ARM. Il est épaulé par 3 mémoires Winbond et 3 DSP maison. J'essaie de se rapprocher pour voir un peu mieux, voilà. Donc les mémoires Winbond et les DSP. Alors le nerf de la guerre, il est où? Il est ici. Ce sont les deux chips HDMI Panasonic. Donc ce sont des Panasonic MN864788A. Donc les mêmes qui équipent les appareils Denon et Marantz, sont donc certainement avec les mêmes problématiques. HDMI avec la console Xbox Series X par exemple. Mais n'étant pas équipé, je ne pourrais pas vous faire un retour là-dessus. Donc la partie la plus intéressante, le nerf de la guerre, il est ici. Alors fini les DAC ESS, on place au DAC Texas Instruments en version bébé, Burr Brown. Donc ce sont des DAC, donc on en a 5, 4 ici, PCM 5102A pour le multicanaux, les 8 canaux. Donc ce sont des DAC 112 dB, stéréo, 32 bits, 384 kHz. Bien sûr, l'appareil ne sera pas capable d'aller jusqu'à 384 kHz, il y a des limitations. Ici, on a un DAC, l'appareil, Texas Instruments. Voilà, on voit mieux comme ça. PCM 5101A. Donc ça certainement, comme il est de qualité un petit peu inférieure, certainement pour la zone 2. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai remarqué sous la carte? On ne le verra pas évidemment. Sous les modules, j'ai remarqué un petit composant AKM. Donc c'est un Sample Rate Converter. Donc c'est un convertisseur de fréquence d'échantillonnage. Donc on espère que Yamaha ne sera pas embêté avec l'usine AKM qui a cramé et qu'ils auront du stock. Ça serait dommage d'avoir une production bloquée pour un petit composant AKM. Voilà. Donc on se retrouve en vue rapprochée maintenant, une fois n'est pas coutume, avec l'alimentation SMPS, dont j'ai vanté les mérites, à juste titre d'ailleurs, notamment en termes de filtrage. Donc sous la carte HDMI, on va avoir une deuxième carte analogique qui est peu accessible, et puis la carte du dessous avec les transistors et tous les circuits de puissance. Donc le transformateur dont je vous ai parlé, avec le blindage en cuivre dont vous pouvez l'apercevoir ici. Et ici, on voit le système d'amplification qui est très costaud. Donc on va retourner maintenant sur le radiateur, le dissipateur, et apercevoir les transistors de puissance. Donc ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit la carte qui a l'air d'être en bakélite, la carte du bas là, qui a l'air d'être assez basique, avec beaucoup de straps d'ailleurs. C'est assez surprenant. Donc cette carte est commune à 3 appareils, a priori, V4A, V6A et puis ce A2A. Donc on a encore d'autres condensateurs, bon, certains sont mis un peu à l'arrache quand même. Alors le câblage, le routage des câbles, il est relativement bien fait, bon on a quand même pas mal de câbles qui se baladent à l'intérieur. On n'égalera pas NAD sur ce point-là. Ensuite, à l'intérieur, ici, on va avoir une vue peut-être un peu sympathique là, sur tous les transistors et les différents composants qui ont été utilisés. On voit qu'ils ont utilisé de la glu pour éviter les vibrations sur certains transistors, peut-être des transistors les plus sensibles. Alors, ils sont pas tous, ils sont tous composants traversants, bien sûr. C'est une carte simple, et je vais essayer de vous montrer quelque chose de plus intéressant. Ce sont les réservoirs d'énergie. Donc ce sont deux capacités Nichicon LS, 10 000 microfarad, 71 volts et 85 degrés. Donc une majorité des composants traversants à l'intérieur sont des 85 degrés. Et pas des 105 degrés. Donc ici on va avoir les relais,
l'arrière en fait des borniers. On va bien voir comment c'est fichu, c'est bien fichu je trouve. Voilà pour ce tour de... ah oui, j'ai pas parlé d'une chose ici, c'est cette carte. Une petite carte assez basique avec les composants qui sont à l'intérieur. Et cette carte, c'est la carte remote, la télécommande, pour les intégrateurs. Burned me once.